Bienvenue sur le podcast Sauce Secrète de 24, coproduit avec la Founder Family. Mon nom est Farid Arab, entrepreneur et podcasteur. Je suis actuellement à Nantes pour une édition spéciale du Web Today où nous allons interviewer des profils différents et intéressants pour connaître leur sauce secrète. Donc nous sommes actuellement dans le studio d'Audencia et nous sommes avec Christophe Bultel. Et Christophe Butel. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Alors, Christophe Bultel, il a été pendant 13 ans en agence conseil en communication, donc entrepreneur plutôt dans le domaine de la communication 360 et les stratégies social médias. Et puis, il a évolué dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur à différents postes. Et là, il s'apprête à prendre la direction d'une école qu'il ne peut pas nommer pour l'instant, le 13 juin, mais qui est dans les métiers de la création, du design et de la création digitale, de la 3D, de l'animation, des jeux vidéo et du game design. Donc un univers très créatif et très lié au numérique et au digital. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années, je dirais depuis 5 ans, 10 ans? Est-ce que déjà le monde va plus vite? Est-ce que les jeunes apprennent différemment? Comment ils appréhendent aujourd'hui les métiers de la création? Alors il y a une révolution quand même qui a traversé le monde de l'éducation, qui est le confinement. Parce que là, on a dû quand même se réinventer, tous autant qu'on est, pour trouver des nouvelles façons de faire des apprentissages, du coup qui étaient en présentiel à distance. Et il y a quand même des limites à l'exercice, que faire du modèle vivant à distance, c'est un peu compliqué. Donc on a plutôt renversé les plannings pour permettre d'avoir le modèle vivant au moment où on sortait du confinement. Mais ça a amené, je pense à des expériences que j'ai eues avec des motion designers, à faire des apprentissages beaucoup plus performants du coup à distance que sur place. Et donc à trouver plutôt de la ressource dans le distanciel. Donc ça, c'est un premier truc qui est arrivé, c'est que les étudiants ont dû, comme les intervenants, développer leur agilité sur le remote. En se disant que c'était certes à un moment ponctuel qu'on rencontrait, mais que ça allait de toute façon s'imposer comme modèle. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est en train de se dessiner, auquel il faut que les étudiants forcément s'adaptent, et donc qu'ils aient cette capacité à être aussi performants à distance, à travers un écran, qu'en mode projet en équipe dans une salle. Donc ça, c'est la première évolution, elle vient de cet bouleversement qui est né du confinement, qui a du coup amené l'ensemble des acteurs, je dirais des formateurs, à renouveler l'acte pédagogique et à chercher des nouvelles manières de transmettre. Ça mène aussi les étudiants, deuxième problématique, parce que la disponibilité des connaissances sur le web fait que si on ne fait que transmettre ce qu'il y a sur Internet, ils vont vite s'ennuyer et retourner à leurs écrans. Donc ça implique de vraiment être dans une position, on parle de classe inversée, c'est-à-dire qu'on va plutôt demander aux étudiants de préparer la séance, de faire la séance, et puis on va venir apporter les compléments, apporter les exemples de compréhension, favoriser l'appropriation, mais on va rendre acteurs les jeunes. Et si on ne fait pas ça, de toute façon, comme ils ont tous leur PC ou leur Mac sous le nez, avec du Wi-Fi libre, puis s'ils ne l'ont pas, de toute façon, ils vont synchroniser. Je veux dire, ils sont hyper connectés. Donc par nature, si on ne suscite pas un intérêt nouveau dans la situation pédagogique, on les perd. Ils vont apprendre beaucoup plus à suivre des tutos sur YouTube qu'à écouter un enseignant qui répète comme un perroquet ce qu'on sait déjà sur Internet. Donc là, il y a un vrai défi dans l'acte de formation, parce que les étudiants nous challengent. Quelque part, ils ont des connaissances qui sont déjà établies, ils ont pu eux-mêmes aller se sourcer, même faire des apprentissages et récupérer des certificats de compétences. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils challengent aussi les profs. C'est ça la problématique, c'est que moi j'avais été pour l'Union européenne un expert en TICE. Et il a fallu que j'apprenne à certains profs les nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, ils étaétaient complètement dépassés par leurs élèves sur les outils. Et donc, il y a une vraie question aussi, c'est qu'à la fois, il y a un challenge sur la communication avec eux, parce qu'ils ont une nouvelle communication. Et on le dit souvent, les profs, qu'il y a beaucoup de problèmes d'inattention aujourd'hui, parce que le numérique, le digital fait en sorte que leur attention... Alors, j'avais un livre que j'avais lu qui s'appelait La civilisation du poisson rouge, où on parle de 12 secondes d'attention. Alors là c'est un peu exagéré, mais ce qu'on dit souvent, c'est dans une séquence d'une heure et demie, le taux d'attention et de concentration, c'est 10 minutes. Donc ça veut dire que si, en termes de rythme, voilà, on ne varie pas les situations, et en distanciel, ça va être pire. Donc ça veut dire que si, en effet, on ne crée pas des tensions dans le rythme dans la manière dont on administre la séance à distance pour les faire participer, les faire travailler, etc., en effet, on va en perdre 30-40% qui vont de toute façon décrocher et qui ne seront plus là, parce qu'en plus on a un écran noir, on ne voit pas qui est là ou qui n'est pas là. Ce qui nous a amené d'ailleurs à un moment à exiger des étudiants qu'ils ouvrent leur vidéo pour être sûr qu'ils soient là. Mais je pense qu'en effet le défi, c'est que eux, ils sont dans une consommation de contenus qui sont des formats courts, et donc si on leur impose des formats longs en pédagogie, ça ne va pas marcher, quoi. Donc il y a une question de rythme du coup, et donc ça a complètement révolutionné la pratique des intervenants. Puis c'est aussi la responsabilité des écoles d'accompagner leurs intervenants, leurs formateurs, leurs profs à cet exercice
de faire une autre pédagogie, quoi. Mais est-ce que c'est Parce que sinon il y a une perte en ligne qui va être très Moi, importante. je me Quoi. pose la question, est-ce que c'est du progrès ou est-ce que finalement, nous, adultes, enseignants, formateurs, on ne suit pas un peu les tendances qui sont que comme les jeunes veulent du cours, on Mhm. leur donne du cours. Est-ce que finalement le progrès c'est d'aller vers eux ou au contraire ça aurait pu être de dire non, non, ça ne va pas, le corps humain, le cerveau n'est pas fait pour apprendre de cette manière-là, il faut qu'on réimpose un temps long. Non, je crois pas parce que eux, ils ont une agilité quand même dans cette capacité à absorber en même temps plusieurs types d'informations, plusieurs types de contenus. Ils ont une agilité de ce point de vue du cerveau qui est intéressante du point de vue de l'apprentissage. Le tout, c'est qu'il y a quand même des situations où ils peuvent se concentrer s'ils produisent. C'est-à-dire que s'ils ont le sentiment que là, ils sont en situation de production, qu'ils peuvent mesurer que finalement, ce qu'ils ont appris sert à quelque chose, qu'il y a un résultat mesurable, qu'il y a quelque part un objectif à atteindre, peut-être un partenaire ou un commanditaire à servir. C'est-à-dire, si on est dans une pédagogie active et expérientielle, là, il n'y a pas de problème. Les étudiants, ils vont se concentrer, ils vont se mobiliser parce qu'ils seront même sur des journées entières, ils vont bosser, mais pas dans un format traditionnel descendant, mais où il y a des interactions permanentes dans les moments où on est planté, on n'y arrive pas. Là, du coup, l'intervenant, il amène de la compétence, de la méthode, des solutions, et c'est ce qui marche le mieux. Donc ça, aujourd'hui, beaucoup d'écoles sont en train de se convertir à ce format-là. Il y a des écoles dont c'était la nature, le projet, c'est le cas de beaucoup d'écoles, hein. Mais il y en a qui sont en train de se révolutionner, d'adopter ce modèle-là, parce qu'ils se rendent compte qu'en effet, des profs qui font des heures de cours lénifiantes, le résultat, il n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'en plus, l'apprentissage ne se fait pas. C'est-à-dire que le risque, c'est que les étudiants passent à travers les connaissances nécessaires pour progresser et n'arrivent pas à les mobiliser au moment où ils seront en situation de faire. Parce que moi, ça me rappelle un modèle, et je valide, c'est le gaming. Parce que quand on voit les gamins jouer, et qu'il y a une gamification, et qu'on voit qu'ils montent de level en level, de level, de level, moi j'ai des neveux, je leur pose des questions, c'est fou à quel point ils ont une connaissance et ils ont une expertise de leur jeu, des règles du jeu, de la manière dont ils doivent le faire, ils sont prêts à y rester 10 heures, 12 heures. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un écran qui ne vont pas apprendre. Moi, je fais partie. Vous avez vu qu'il y a une conférence aujourd'hui, je crois que c'était en début d'après-midi, sur justement le jeu. Nouveau support de développement des compétences au XXIe siècle. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo, comme dans le sens de ce que vous dites. Bah oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on va développer. Il y a énormément d'interactions. C'est très social comme forme de gaming. Les gens qui ne jouent pas ne voient pas cette dimension très sociale, le partage, les posts, les échanges, les polémiques, les débats que ça nourrit. Et donc du coup, on n'est pas tout seul. En fait, on est en interaction avec une communauté avec laquelle on joue. Il y a des gens qui animent tout ça. Enfin, en fait, c'est très interactif. Et je pense que ça développe justement des facultés d'écoute, de découverte qui sont très profitables pour la suite. Puis après, pour ceux qui vraiment ont du talent et ont envie d'y travailler, c'est des gens qui après vont les faire. C'est-à-dire qu'il y a toute une filière de métiers aujourd'hui autour du jeu vidéo, de la conception de jeux vidéo, qui implique de savoir faire de la narration, de savoir mettre en scène, créer des personnages et utiliser tous les outils qui permettent de faire vivre ça, qui surtout nourrissent des interactions dans le parcours, dans les étapes, dans les challenges qu'on doit proposer aux joueurs. Donc c'est souvent des joueurs, ceux qui deviennent des concepteurs de jeux vidéo et de gaming, qui font ce qu'on appelle du game design. C'est des gens qui en effet sont déjà eux branchés comme des fous sur le jeu, qui ont déjà testé différentes plateformes de jeu, qui ont déjà eu quasiment de la compétence et qui veulent la développer. Exactement, qui veulent l'approfondir pour travailler dans cet univers. Quoi. Là, je me suis promené dans Nantes et j'ai vu un truc. Alors, il faut croire peut-être que je suis assez vieux, mais j'ai vu qu'il y avait des lycées aujourd'hui qui étaient dédiés quasiment à des métiers. Moi, de ma génération, on était tous sur des lycées complètement génériques. Et je me suis arrêté, je comprends pas. C'est pas un IUT, c'est pas une faculté. Je suis en train de lire qu'à Nantes, il y a des lycées dédiés aux médias et à la communication. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à niveau lycée là ? C'est le début de quelque chose ? Ouais, je pense que l'idée, ce que découvre le lycée, c'est la nécessité aussi d'avoir des apprentissages plus concrets. Finalement, arriver au lycée, les cours d'histoire géo, de maths, de français, ok, c'est toujours utile, il faut continuer à les avoir, mais si autour on ne peut pas concrétiser, dire que c'est la pédagogie active qui est en train de rentrer au lycée, donc on se rend compte qu'ils seront d'autant plus mobilisés dans l'apprentissage des connaissances qu'il y a une finalité, qu'il y a un univers en fait dans lequel ils peuvent le traduire, le mobiliser. Et donc je pense qu'en effet, il y a plein de spécialités à caractère professionnel qui arrivent au lycée. Ici, on a une spécialité par exemple cinéma au lycée Guisteau. Moi, ma fille, elle a fait cette spécialisation. On voit bien que ça nourrit une passion, une envie, et puis une mobilisation, parce que le français, il sert à écrire les scénars, la physique à comprendre la technique de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'approche par compétence. Oui, c'est ça. En fait, on arrive à construire étape par étape, par l'expérience, des compétences que le cours ne suffit pas à construire, quoi. Et ça, je pense qu'on a un problème de philosophie pédagogique en France, c'est qu'on pense que la connaissance, c'est ce qui fait la compétence. Ah non,
Ce qui fait la compétence, c'est la capacité à mobiliser ses connaissances dans une situation donnée qui va permettre de réaliser un projet, d'atteindre un objectif, de mettre en place quelque chose, quoi. Et donc je pense que de ce point de vue-là, ce qui s'est passé là, c'est à travers l'interrogation du confinement, puis plus globalement l'interrogation sur la concentration et l'attention des jeunes, nourrit ce type de réflexion, quoi. Et la classe inversée, là j'en parle comme si c'était un truc évident que tout le monde faisait. Non, ça reste encore, surtout dans l'enseignement supérieur, dans certains établissements, il y a des profs qui résistent parce qu'ils considèrent que leur valeur, elle est dans la maîtrise de la connaissance et ils pensent que c'est ce qui va faire le succès de leur cours. Ça suffit pas. Alors après, si ces cours sont très illustrés, qu'il y a beaucoup d'exemples, que les étudiants ont du mal à trouver, à accumuler, mais tous les profs font pas ça. Ils font pas tous cet effort-là, quoi. Il y a une école à Paris 42 où j'avais rencontré Nicolas qui avait monté le processus d'apprentissage et qui m'expliquait qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de prof. C'était juste des exercices. Donc, pédagogie inversée, on a les cours, on a le savoir. Nous, on va faire du savoir-faire. Alors, c'est vrai qu'il va manquer peut-être savoir-être, mais bon, en tant que développeur, il faudrait savoir où il va être développé. Oui, puis après, quand on est dans les projets, en train de faire des projets en équipe, forcément, on va travailler. C'est forcément des choses qu'on va travailler en situation, quoi. Moi, je pense que c'est l'avenir parce qu'en effet, il y a forcément ces connaissances. Elles sont maintenant, on est dans une société de la connaissance. Elles sont accessibles. Elles sont pour tous les étudiants qui le souhaitent et ceux qui sont passionnés se forment. Ils passent du temps, en effet, à suivre des tutos. Et puis derrière ces tutos, parfois, il y a des validations de compétences qui sont proposées dans différents domaines. On voit des étudiants là qui arrivent, par exemple, en design, qui ont déjà fait un apprentissage de la suite créative, Adobe. Ils ont reçu les certificats avant même de rentrer en formation, alors qu'on est censé leur donner. Donc, je pense qu'il y a une capacité, en effet, des jeunes aujourd'hui à aller chercher la compétence disponible qui leur convient, qui les intéresse. Il y a plein de masterclass qui peuvent s'abonner à des masterclass pour s'ouvrir les chakras, pour nourrir leur curiosité. Et donc, ils arrivent beaucoup plus riches, moi, je trouve, que ce que nous, à notre époque, on pouvait être en arrivant dans nos études. Donc ça implique d'accueillir ça, d'être capable aussi de gérer cette richesse et de la mettre au service de leur apprentissage. Je pense qu'en effet, la classe inversée, ça répond bien de ils ont une intelligence dans la capacité à se saisir des connaissances. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de les aider à la mettre en œuvre en cours, en mode projet, et qui va leur permettre d'avancer et de grandir, quoi. Les métiers de la création aujourd'hui face à l'IA, par exemple, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on est en train d'en parler de plus en plus, qui commence à devenir une réalité. Moi, je me pose toujours la question si finalement, est-ce qu'il ne va pas nous rester aux humains l'art, la création est-ce que finalement, c'est un métier d'avenir Est-ce qu'il y a l'IA on parle, je crois, de 70% de métiers qu'on ne connaît pas qui vont être remplacés. C'est quoi l'avenir des métiers de la création ? Après, je pense que c'était évoqué dans une conférence hier. Là, on parlait de l'avenir des métavers. Et donc, en fait, la limite, on voit bien de ces dispositifs aujourd'hui, d'abord, c'est la capacité à ce qu'on vive des expériences qui soient, en effet, efficaces. Aujourd'hui, en fait, les conditions d'accès, à la fois à travers la 5G, à travers le haut débit, sont pas à un niveau suffisant qui permet d'avoir une expérience totalement immersive comme celle qu'on pourrait imaginer dans les métaverses, quoi. Et donc, il disait que tant qu'on n'aura pas réglé finalement ce problème d'accessibilité et le fait que du coup n'importe qui, puis en plus c'est un peu compliqué. Fortnite, pour naviguer dedans, voilà, faut être un gamer, quoi. Donc, faut avoir envie d'y aller. Si on veut que ce soit quelque chose de plus grand public, va falloir beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Par contre, ce qu'il disait qui était juste, c'est qu'on est dans un moment quand même avec la réalité augmentée qui est là depuis 20 ans et qui quand même est en train de s'imposer, qui est un entre-deux entre réel et virtuel, qui est la première étape en fait qui va nous permettre tous d'avoir un apprentissage qui fera que peut-être qu'après, on sera en effet ouvert au métaverse. Et donc, je pense qu'on est à un moment de transition. Mais aussi un moment de choix, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que notre monde soit tout numérique ou est-ce qu'on veut préserver quand même des espaces de convivialité, d'échange, de partage plus humanisés. Voilà, donc il y a un vrai débat quand même de société qui est derrière, mais on peut pas nier qu'il y a déjà des marques qui ont investi des plateformes de métaverse. Voilà, Fortnite, il y a déjà des marques qui s'y sont installées et qui trouvent de l'intérêt. Et puis la réalité augmentée, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'expériences qui ont été conduites par des annonceurs et avec des taux d'engagement qui sont bien supérieurs à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est des problèmes de cycle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, on arrive à une fin de cycle où finalement on voit bien que Facebook, ça se passe pas très très bien. Les générations, les 10, 18, ils y sont plus, de toute façon, ils sont ailleurs, ils sont sur TikTok, ils sont sur Roblox. Voilà, même sur de nouveaux réseaux sociaux. 200 millions, on a regardé hier, c'était 200 millions d'utilisateurs sur Roblox, donc il y a plus de jeunes sur le Roblox que sur Twitter aujourd'hui. Voilà, donc on voit bien, donc c'est des phénomènes de cycle, et donc on voit bien qu'il va falloir renouveler l'expérience. On voit aussi que la gamification,
On a eu une période qui était l'esthétisation, donc à traverser tous les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la gamification qui prend un peu le dessus, parce qu'on est tous très sensibles au fait de gagner quelque chose, c'est-à-dire de jouer pour gagner. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose à gagner. Parce qu'il n'y a rien à gagner, je pense qu'on ne va pas être très mobilisé. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui traverse l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des métiers aujourd'hui. Moi, je prends souvent l'exemple de la Tesla, qui est une espèce d'iPad sur roue. C'est vraiment une voiture de gaming, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une voiture, c'est un jouet. Donc d'ailleurs, c'est marrant parce quand on interroge les gens qui ont ces véhicules, ils disent pas qu'ils conduisent, ils disent qu'ils s'amusent. On n'a pas une voiture normalement pour s'amuser, quoi. Donc ça veut dire qu'en effet, là, on voit bien que ça investit l'infotainment. On est bien au-delà de l'infotainment, on est vraiment sur de la gamification. Et donc on voit que ça a du succès parce que ça plaît aux gens, tout simplement parce qu'on a tous une âme quelque part de joueur, pour peu que il y a un bénéfice à la fin quand même. C'est qu'il y a quand même un bénéfice, quelque chose à gagner, qu'il soit symbolique ou qu'il soit plus que symbolique. Et on voit que ça, c'est en train d'envahir complètement le monde dans lequel on est. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un schisme entre des générations, entre par exemple ceux qui ont aujourd'hui 70 ans, qui ont connu à peine la télé, et aujourd'hui ceux qui sont dans le métavers, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, comme on est en train de vivre des transitions, quels sont ceux qui ont connu une autre transition? Et par exemple, je vois l'électronisme, on parle de la littératie numérique aujourd'hui, où on demande maintenant à des personnes âgées qui n'ont jamais connu quasiment le numérique, qui sont en retraite depuis quelques années, qui sont posées, de se dire maintenant vous allez faire vos impôts, vous allez voter, et donc qui n'ont pas. Mais demain dans le métavers, ça va se passer comment? Est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Moi, c'est la facilité d'accès, c'est-à-dire qu'il va falloir penser l'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a heureusement cet impératif pour un certain nombre d'acteurs qui touche énormément de users, que ce soit des marques ou des services publics. On avait une présentation hier de Île-de-France Mobilité sur l'accessibilité numérique, qui nous expliquait comment ils avaient mis en place tout un process qui permet de changer la navigation pour qu'elle soit adaptée à tous les publics. Et là, on a nécessité, puisque l'information sur les services de transport, ça doit être accessible à tout le monde, à des gens très éduqués en numérique et pas du tout numérique. Et donc, il y a eu un gros travail qui a été fait pour pratiquer. En fait, il y a une norme d'accessibilité qui existe. Et donc, on peut tester à chaque fois qu'on passe une page, qu'on crée une page HTML, on peut vérifier si elle remplit les fonctions d'accessibilité. Donc, c'est tant le fait de pouvoir modifier les caractères que la facilité de navigation. Il y a plein de choses qui sont en jeu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de métiers du UX. Et ça fait 20 ans que ça existe. Mais en fait, il y a eu peu d'investissement, ce qui est terrible, peu d'investissement dans tous les acteurs qui ont aujourd'hui une interface web, qui sont peu interrogés là-dessus, mais on voit aussi qu'il y a peu d'intégration parfois sur le parcours utilisateur. L'UX, c'est pas aujourd'hui c'est quelque chose qui est connu, mais qui n'est pas forcément si bien utilisé. Et donc ça nuit à l'efficacité d'ailleurs du web. Là, on avait un exposé tout à l'heure avec Marmiton qui montrait bien que le taux d'engagement sur leur site web, il est dégradé, alors que l'application, il est super bon. Alors c'est le côté mobile first qui arrive aussi, qui est très présent. Mais voilà, on voit bien qu'en effet, il y a des glissements, mais qu'il y a le risque qu'il y ait des gens qui restent à côté. Mais il y a heureusement cette accessibilité là qui est en train de qui est en train de rentrer dans toutes les formations. C'est-à-dire tous les gens qui sont appelés demain à développer des services web ou des applications sont formés à cette accessibilité. Et puis il y a vraiment un cadre de référence qui permet de se situer, qu'on soit UX designer, qu'on soit développeur sur ces approches-là. Donc ça va permettre de préserver en effet le fait qu'on, comme vous le dites, on dématérialise beaucoup de processus via le web. Ça permet à tous les gens qui ont des difficultés avec cette compétence de ne pas être laissés sur le bord de la route. Puis après, il y a des ateliers, il ne faut pas nier, il y a un gros travail ici en Loire-Atlantique avec des ateliers auprès des citoyens pour lutter contre l'électronisme. C'est-à-dire d'aller au-devant des gens qui sont en difficulté, de leur faire des apprentissages simples de navigation sur un ordinateur, sur une tablette, qui leur est pas du tout familier, de manière à ce qu'ils développent cette compétence et qu'on lutte efficacement. Et donc il y a tout un mouvement. Je discutais avec un entrepreneur là qui défend le chaudron, qui travaille sur cette problématique-là. Il y a beaucoup d'ateliers en France qui sont portés sur justement l'apprentissage du numérique auprès de publics qui s'en sont éloignés, que ce soit des jeunes d'ailleurs, qui sont sortis trop tôt du système éducatif, ou que ce soit des gens plus âgés, parce qu'en fait ça touche toutes les générations pour des raisons différentes. Donc il y a vraiment un travail aujourd'hui qui est fait là-dessus. Je crois que la Loire-Atlantique, ça fait une dizaine d'années qu'ils font ce travail. Donc progressivement, ça va permettre de faire tomber en effet ces limites. D'abord parce qu'il y a une dématérialisation de tous les process et toutes les inscriptions, de tous les abonnements, de toute la gestion de nos comptes, nos impôts, etc. Il faut que les gens puissent... et puis aussi l'accès aux services sociaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services sociaux. Il faut aller sur un ordinateur pour renseigner les fiches, pour avoir tel chèque, tel machin, telle aide. Et donc on voit bien qu'il y a des gens qui passent à travers parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Donc là, il y a vraiment un travail entre l'accessibilité d'un côté et ces ateliers pour développer la compétence numérique qui vont permettre, je pense, de résorber progressivement cette fracture qui est quand même encore très forte. Parce que je crois que l'électronisme, c'est près de 29% des Français qui sont affectés. Donc c'est énorme.
C'est énorme, quoi. Et est-ce qu'on... L'illettrisme, c'est 7%, quoi. Ouais. Hein, donc voilà, et 7% c'est déjà beaucoup. 29% pour l'électronisme, c'est quand même grave. Mais est-ce quoi. qu'on est en train d'arriver finalement, parce que moi je me pose vraiment des questions sur l'école, sur l'apprentissage, comment, enfin, il va y avoir ce on appelait ça les formations tout au long de la vie. Mhm. Est-ce que finalement, comment l'école, comment on va se transformer pour pouvoir ne plus passer des diplômes, mais finalement apprendre des compétences. Je crois qu'il parlait que de tous les 3 ans, il fallait maintenant se remettre à jour parce que les compétences techniques disparaissaient. Il y a un gros chantier, c'est un gros chantier pour les écoles, ce qu'on appelle l'exécutive, c'est-à-dire la partie formation professionnelle. Finalement, des gens qu'on a formés 5 ou 10 ans avant ou 3 ans avant qu'il faut remettre à niveau. Donc là, il y a un vrai travail. Tous les groupes d'écoles supérieures travaillent sur cette dimension parce qu'ils sentent bien en effet qu'il y a nécessité de maintenir les compétences qu'on a délivrées 3 ans ou 5 ans avant pour les étudiants qui, évoluant dans leurs compétences, ont besoin de les mettre à jour. Ils ne sont pas forcément dans des environnements ou des entreprises où c'est fait. Et donc, ils ont besoin d'aller se sourcer, d'aller se remettre en situation, en cause. Donc, il y a un vrai travail aujourd'hui de toutes les écoles pour développer ces formats-là. Parce qu'il y a cette obsolescence, en effet, des connaissances qui, du fait de l'évolution des techniques, des technologies, du numérique et du digital, fait qu'en effet, des choses qu'on a apprises 3 ans avant risquent vite d'être remises en cause. Alors après, ça dépend des métiers, parce qu'un développeur, il ne va pas trop être concerné. Parce qu'un développeur, il sait que l'avenir de son métier, c'est d'être toujours à jour sur les techs, les nouveaux langages, les nouvelles solutions, les nouveaux logiciels, les nouvelles applis métiers, c'est natif pour eux. Donc eux, ils savent que leur valeur, elle dépend de leur capacité à sans arrêt se challenger eux-mêmes sur la maîtrise technique. C'est pas vrai dans tous les métiers. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin, on n'est pas très en avance en France aujourd'hui sur cette dimension. En tout cas, c'est assez inégal en fonction des écoles et des territoires. Donc là, il y a un gros enjeu à mon avis pour beaucoup d'écoles, y compris d'ailleurs pour profiter la manne de leurs diplômés, qui seront leurs premiers clients, pour leur apporter ce service, parce que c'est un service qu'ils vont leur rendre, de continuer à entretenir leur niveau de compétence. C'est dans l'intérêt, de mon point de vue, des écoles, d'accroître la performance et donc la progression et la réussite de leurs diplômés en offrant ce type d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, après Covid, post-Covid, on peut réfléchir à... est-ce que l'école va devenir un tiers-lieu? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des lieux physiques? C'est quoi la transformation? Est-ce qu'on est obligé d'être dans des salles? Est-ce qu'on va être... Parce que moi, je réfléchis, quand je vois, je me dis, ça fait combien de temps qu'on est assis comme ça, les uns à côté des autres à l'école, depuis, je sais pas, ça doit faire 100 ans, 150 ans qu'on est... Il n'y a pas quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment le modèle idéal? Le fait d'être toujours dans cette écoute-là, de ne pas travailler en intelligence collective, de se taire, d'écouter un professeur, d'avoir un savoir, de lever la main. Et aujourd'hui, on critique beaucoup l'école, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, où je vois des vidéos qui disent, mais à l'école, on vous apprend à vous taire, on vous apprend à ordonner, il y a un vrai débat là-dessus aujourd'hui. Je pense que c'est justement important de créer des espaces où les étudiants peuvent s'exprimer. Donc ils peuvent exprimer leurs talents, ils peuvent exprimer leurs compétences, de leur donner des espaces libres où ils peuvent le faire, qui ne soient pas trop contraints. Et il faut aussi, à mon avis, nourrir des espaces de débat, d'analyse critique, de remise en cause, de mise en faillite, des modèles qui sont enseignés, des techniques qui sont enseignées pour justement ça les amène eux-mêmes à forger un point de vue personnel, parce que malheureusement on se rend compte qu'au lycée, ce débat il n'existe pas. Alors ça, c'est quelque chose, moi, qui me surprend à chaque fois, c'est que les étudiants me disent qu'en effet, au lycée, ok, on fait des exposés, mais en fait, la marge de manœuvre sur le débat critique, sur la polémique, sur l'analyse des polémiques, etc., elle est assez faiblement ouverte. Donc c'est vrai que du coup, quand ils arrivent dans les écoles et que ça, c'est offert, ils croquent à pleines dents dedans, et donc c'est important qu'on le fasse. Il faut que l'université le fasse aussi. Je pense que dans les écoles, c'est un peu natif, on fait ça naturellement, et c'est un peu l'intérêt aussi de ces pédagogies. Mais c'est important en effet d'offrir des espaces et aussi d'aménager les lieux pour casser justement le moule de la classe. Je pense on peut jouer avec l'espace physique. Il y a des chaises roulantes. Enfin, on peut faire plein de choses pour justement, par le mouvement physique aussi, les reconcentrer, les mettre en action et puis les mettre en collaboration. Ceci dit, ils sont très demandeurs quand même du présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent plus en souper. C'est-à-dire qu'on leur fait l'histoire du remote, etc. Ils se disent, ouais, c'est bien gentil tout ça. Mais enfin, nous, ce qui est important pour nous, c'est d'être ensemble. J'allais dire ça, c'est de vivre en communauté. Voilà, de vivre en communauté, c'est humain. Et donc, il y a quand même une demande très forte. Et quand on les remet en distanciel, il y a eu quelques séquences l'année dernière où il a fallu le faire. Enfin, oui, c'est ça, l'an dernier. Et puis, on n'est pas à l'abri que ça revienne. Vraiment, les étudiants, ils ont énormément souffert de cette mise à distance. Donc, ok, ils se sont adaptés, on s'est adapté, on a fait des dispositifs agiles, on a eu plein d'outils qui ont permis de le faire, mais on a atteint une limite, c'est que l'apprentissage, il se fait ensemble,
en collectif, dans des communautés en effet de partage, d'apprentissage partagé. C'est aussi ensemble qu'on trouve des solutions, c'est aussi ensemble qu'on se challenge, que ceux qui sont devant tirent ceux qui sont derrière. Ça, c'est impossible à distance. Ouais, c'est du pair Alors, à pair. ce que moi j'ai vu, c'est quand même dans la deuxième année, là, donc la dernière année, c'est qu'ils recréent leur communauté chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils suivent les cours à 4 ou 5. Ou quand on est en mode atelier, ils sont en fait rassemblés à plusieurs dans un leur appart. tribu. Parce que du coup, on est sorti quand même de la période du confinement dur. Et donc, ils se retrouvaient à 4-5. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on peut aussi interagir avec les 4-5. Alors que individuellement, ça ne va pas fonctionner. Le fait qu'ils soient en petits groupes de 4-5 chez les uns, chez les autres, bah, ça génère quelque chose qui est plus favorable sur le plan du travail en distanciel, quoi. Donc eux-mêmes, ils ont, parce que c'est même pas nous qui l'ont suggéré, hein. Souvent c'est eux qui ont pris l'initiative de dire, bah, attendez Christophe, on est en fait 4 ou 5 là, vous nous cherchez sur la liste, mais en fait on est réunis chez un d'entre eux. Et du coup, bah, ça permet aussi de les mettre en travail ensemble, ça permet de faire des choses qui sont plus intéressantes. Ça montre bien quand même que cette dimension communauté, les étudiants, c'est quand même quelque chose qu'ils ont besoin de vivre, qui est très important. Mais voilà, on voit qu'en distanciel, il suffit de recréer ces équipes de travail en les regroupant par petits sous-groupes chez les uns, chez les autres, on peut arriver à recréer finalement ce qu'on a en présentiel. Mais il ne faut pas oublier cette dimension parce que l'isolement a été dramatique. C'est-à-dire le fait de travailler seul derrière son écran, même s'il y a tous les copains qui sont derrière l'écran avec le prof, ça marche, ça a vraiment une limite, quoi. C'est vraiment une limite. Alors, je dirais, et votre sauce secrète, ça serait quoi dans l'apprentissage aujourd'hui? Ça serait de faire comment aujourd'hui? Moi, j'avais trouvé un prof que j'avais beaucoup aimé sa phrase. Il m'a dit, tu sais, Farid, le meilleur apprentissage, ce que tu viens de dire un peu, c'est de cœur à cœur, en présentiel. Mais tu sais, quand tu as quelqu'un en face qui te regarde et à qui tu discutes, derrière un écran, derrière, le lire finalement quelque chose sur Wikipédia, tu peux, mais de cœur à cœur, c'est quelque chose. Donc, par exemple, vous allez aujourd'hui rejoindre un établissement. Ça serait quoi votre sauce secrète? Qu'est-ce que vous allez y apporter? C'est quoi qu'aujourd'hui Moi, je pense que c'est la passion. C'est-à-dire qu'on défend l'idée auprès de nos étudiants qu'ils vont faire de leur passion un métier. Bah, je pense que les intervenants professionnels, moi-même je vais être appelé à faire des cours, comme j'ai toujours fait, c'est d'être passionné par ce qu'on transmet. Et donc si on nourrit notre transmission de cette passion qu'on a, de la compétence qu'on délivre ou de la lecture qu'on offre finalement des univers métiers dans lesquels ils ont, des compétences dans lesquelles ils sont, je pense que ça fonctionne. Et c'est aussi ce que les étudiants attendent d'un intervenant professionnel, c'est-à-dire qu'il a un capital d'expérience qui sont ses clients, ses situations, son entreprise, son business, sa qualité créative, etc. Et donc c'est la capacité qu'il a aussi à montrer finalement que ça l'a forgé, c'est ce qu'il a envie de transmettre. S'il y a cette passion dans la transmission, bah, elle est communicable. C'est-à-dire qu'en face, on a des étudiants qui aspirent à s'approprier cette passion et arriver à la formaliser, à la concrétiser. S'ils ont des gens qui sont des vrais passeurs de passion et qui arrivent à leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui est devant eux, bah là, on va les inspirer et leur donner envie. C'est marrant parce que je disais beaucoup qu'on arrivait aujourd'hui, on était passé de la sharing economy à la passion economy, où les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire de leur métier, c'est leur passion. C'est pour ça que dans le métier de la création, souvent on dit mais moi j'adore la photo, je vais devenir photographe. J'adore le gaming, ce qu'on disait tout à l'heure, je vais finalement finir par faire du jeu vidéo. Et donc on arrive dans cette passion économie. Écoute, merci beaucoup Christophe. C'était un plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Il y a un Twitter, il y a quelque chose? Sur LinkedIn et sur Twitter, c'est très facile de me retrouver. Et le compte Twitter, c'est? Donc le compte Twitter, c'est cbultel/du-bas, là, le slash en dessous, école. Hein, donc, et sur LinkedIn, bah, c'est Christophe Bultel, c'est facile de me trouver sur LinkedIn. Bah, merci beaucoup Christophe. C'était un plaisir. Merci.